Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Chimère Diop, Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, la série macabre se poursuit pour les Sénégalais vivant à l'étranger. Hier, un jeune sans domicile a été brûlé vif au Brésil, provoquant une vive réaction de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. En France, c'est un autre jeune qui a succombé à ses blessures au couteau. L'électricité, c'est encore une victime à Dakar. Un jeune vendeur de bananes a été mortellement électrocuté. C'était sous la pluie à Pikini-Kotap. Et puis la sécurité du populeux quartier de Grand Yoff passe nécessairement par une réglementation des bars et débits clandestins de boissons alcoolisées. C'est la solution que préconise Aminata Touré, l'ancien Premier ministre, a rendu visite hier à la famille de deux frères poignardés à mort il y a quelques jours. À suivre la page des sports, comme tous les matins avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Pabès Diba en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, l'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. La liste des Sénégalais tués à l'étranger s'allonge. Le dénommé Cheikh Omar Foutiyou Diba, vivant au Brésil, a été retrouvé mort, brûlé vif hier alors qu'il dormait, selon le quotidien La Tribune qui relaie l'information. 3 individus l'ont trouvé dormant en pleine rue avant de mettre le feu sur son matelas à Santa Maria. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, est elle-même montée au créneau pour s'en émouvoir. Je la cite, « Je regrette profondément cet acte et j'assure que ce crime sera élucidé par la police fédérale et les coupables sévèrement punis. » Fin de citation. C'est ce qu'elle a écrit sur son compte Twitter officiel. Un autre Sénégalais a également trouvé la mort à Rouen, en France. Le dénommé Lamine Senghor, mortellement poignardé il y a 2 jours dans une altercation avec un individu fiché par la police française, a finalement succombé à ses blessures. Je vous le disais en titre, encore une personne morte par électrocution. C'était durant cette nuit. Un jeune Guinéen âgé environ de 25 ans a été happé par le courant à Pékin, Texaco. Ce vendeur de fruits avait son étal sous un lampadaire dans la rue. Son corps a été enlevé tôt ce matin par des éléments du groupement national des sapeurs-pompiers. Aminata Touré pour un renforcement de la sécurité à Grand Yoff. C'est dans la proche banlieue de Dakar. Ce qui passe forcément par la réglementation des bars et débits de boissons alcoolisées, encore appelés des clandos. Il y en a plus de 400 dans cette zone. Selon l'ex-premier ministre du Sénégal, il va falloir œuvrer pour relever ce défi qui n'est pas du tout une mince affaire. Aminata Touré était venue présenter les condoléances des autorités à la famille des 2 frères tués tout dernièrement à la cité millionnaire de Grand Yoff. Ces propos sont recueillis par Alassane Baldé. Espérons que ces 2 jeunes vies parties seront le déclic pour une meilleure sécurité de la ville. Ça repose effectivement la question du commissariat, mais également, comme l'a dit un des oncles des 2 victimes, les populations elles-mêmes doivent s'impliquer dans la sécurité de la commune. Il faut revoir le nombre de débits de boissons qui est très élevé. Et ça, je crois que c'est lié aussi au taux de criminalité qu'il y a dans la commune. Maintenant, il ne faut pas non plus stigmatiser Grand Yoff, comme ça a été dit. Il y a des gens d'excellentes mœurs, il y a des chefs religieux, il y a des églises, des hommes d'église, il y a des intellectuels. Mais il y a également cette forte criminalité qu'il faut combattre avant que ne prenne proportion comme ces 2 meurtres. Ça, c'est le gouvernement qui a pris conscience effectivement de la question et le ministre de l'Intérieur est mieux placé que moi pour décrire les mesures. Nous parlons de l'éducation avec la COSIDEP et partenaires de l'éducation qui ont lancé hier la campagne Ubitei Jang Tei. C'est la seconde édition. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation vise le démarrage des enseignements dès la rentrée scolaire. C'est également ce qu'elle visait l'an passé, même si les résultats escomptés n'étaient pas les meilleurs. Ces acteurs invitent l'État à respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants pour apaiser au moins l'espace scolaire. C'est un compte rendu d'Aminata Dramé. Ubitei Jang Tei, bien possible pour la rentrée scolaire 2015 selon les membres fondateurs. Nous pensons qu'il y a eu des efforts qui ont été faits quand même par la plupart des acteurs, avec une forte présence des enseignants le premier jour de la rentrée. Là, il s'agissait aujourd'hui de travailler à ce que les communautés, à travers les élèves, puissent demain être présents le jour de la rentrée pour que l'opération Ubitei Jang Tei soit une réalité. Il faut que l'État respecte ses engagements, à
souligné le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Il y a un préalable. Le préalable, c'est l'application des accords signés. Il y va de la responsabilité d'abord de l'État et des collectivités locales de réunir les conditions pour que Ubité Djangté soit une réalité. Mais également qu'il y ait tout le matériel pédagogique nécessaire, les manuels, vraiment pour que les enfants puissent démarrer les enseignements le jour de la rentrée. Ubité Djangté, le secrétaire général du CUSEMS, affirme y croire, mais au moins dans les 3 ans à venir. Ce n'est pas cette rentrée que l'ouverture sera effective dès le premier jour, mais nous sommes dans une dynamique. Et l'objectif, c'est dans 3-4 ans, qu'à l'échelle du pays, que les cours puissent démarrer effectivement dès le jour de la rentrée. C'est parti pour la campagne de l'opération. Les acteurs espèrent de nouvelles avancées dans l'adhésion, l'engagement de tous les acteurs sur le terrain pour l'effectivité d'une bonne rentrée 2015. Et nous reparlons du procès contre Hissène Habré. 40 000 victimes, c'est le décompte fourni par la commission d'enquête sur les crimes et détournements reprochés à Hissène Habré. Son président, Mahamat Hassan Abakar, était hier à la barre au procès de l'ancien homme fort de N'Djamena à titre de témoin. C'est un compte-rendu d'audience d'Abdoulaziz Sow. Les chiffres font froid dans le dos. Plus de 40 000 morts, plus de 50 000 détenus politiques, plus de 80 000 orphelins, plus de 30 000 veuves et plus de 200 000 sans-abri. C'est ce qui ressort du rapport de la commission d'enquête sur les crimes et détournements reprochés à Habré. Le président de cette commission, Mahamat Hassan Abakar, a présenté une vidéo qui relate les crimes du régime de Habré. Un film de 50 minutes visionné en pleine audience et montrant des scènes d'exhumation de restes de corps enterrés dans des fosses communes, des corps des prisonniers dans des sacs en plastique. Cette commission est convaincue que Hissène Habré a créé la direction de la documentation et de la sécurité DDS pour terroriser les populations. Selon Abakar, c'est Habré lui-même qui nommait les chefs de service et adjoints qui n'étaient personne d'autre que des proches. Répondant à la question du parquet général, Mahamad Abakar confirme l'authenticité des documents portant création de la DDS signés par l'ancien homme fort d'N'Djamena. L'audience va se poursuivre demain avec la suite de l'interrogatoire de la partie civile et celui des avocats commis d'office par la Chambre pour défendre Hissène Habré. Abdoulaziz Sow, Cap sur Mbour, le quai de pêche se solidarise avec les sinistrés de la houle du mois dernier. 2 millions de francs CFA ont été partagés entre 19 familles, en plus d'une part pour le rescapé de la pirogue qui a chaviré en mer, emportant 4 pêcheurs qui ne sont toujours pas encore retrouvés. La sélection s'est faite par le biais de la surveillance côtière et du service des pêches de Mbour. C'est sur la base d'une liste confectionnée par ces 2 services que le partage a été effectué. Adam Assal est le président du quai de pêche de Mbour. Il gère également le GIE interprofessionnel en Ligue TFS. Propos recueillis par Pape Dieye. C'est tout juste pour venir soutenir nos parents pêcheurs qui ont perdu le pirogue, le filet, leur machine au moment du mauvais temps passé. Comme c'est une catastrophe naturelle, donc nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Nous, étrangers du quai de pêche, à chaque fois que ce genre de catastrophe passe, nous venons soutenir quand même les pêcheurs par une enveloppe financière de 2 millions. C'est pour cela aujourd'hui, on les a appelés ici pour partager le mal qu'ils ont avec eux. Un pêcheur, s'il perd sa pirogue, ça veut dire qu'il a perdu son grenier. Donc aujourd'hui, on ne peut pas quand même satisfaire les besoins, mais quand même, par les maigres moyens que nous avons, nous venons en appoint les soutenir. Chaque pêcheur, on lui a donné 100 000 francs. Même le rescapé qui était à l'hôpital, on a participé à hauteur de 100 000 francs. Même sur la liste, le propriétaire de la pirogue aussi, il figure. On ne peut pas quand même soulager le mal, mais on le partage avec eux. 19 familles ont été soutenues. La sélection des bénéficiaires s'est faite par le biais de la surveillance côtière et du service de pêche. Pas trop loin, à Pire, fin de calvaire pour les habitants des villages de Mbardio et Mardiaï, c'est dans la commune de Pire. Ces derniers, dégarpis par les ICS, Industrie Chimique du Sénégal, ont été finalement relogés et indemnisés par les ICS. Cependant, ils ne sont pas tous contents du site de relogement qui, selon eux, manque de tout. Leur porte-parole, Amadou Kaï, s'appelle. Il est au micro de Mamoudou Niaïdes. Mais à notre niveau, on s'est dit qu'il y a des mesures d'accompagnement qui devaient être posées bien avant le démarrage des travaux, à savoir l'aménagement hydraulique, l'aménagement électrique, pour nous permettre d'avoir un problème de sécurité. Et nous allons continuer avec les ICS dans le cadre des accompagnements, à savoir les infrastructures communautaires.
au bout du fil, peut-être nous aurons satisfaction comme nous l'avons fait avec la première tranche. Nous sommes sur la nationale numéro 2 qui va sur Saint-Louis. Et peut-être vous savez que peut-être la route est bien faite. Bon, les voitures quand même roulent à grande vitesse. Peut-être il serait souhaitable, et c'est une demande quand même, une priorité pour nous, que peut-être la collectivité locale de Pire, à savoir même l'État, nous accompagne dans le cadre de la mise sur pied de quelques ralentisseurs, pour ne pas quand même un peu jouer sur la quiétude des populations. Et puis, Serigne Mboup, plutôt dans la localité, un centre de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il sera installé, un centre qui va permettre aux femmes de la région de Thiès de bénéficier de consultations et de suivi médical. Le maire de Pire ambitionne de faire venir des professeurs cancérologues. Serigne Mboup, il s'appelle. Le voici avec notre reporter. Cette année, 40 techniciens environ de la santé de haut niveau, 1724 consultations gratuites et puis beaucoup de médicaments distribués à travers les ordonnances qui sont prescrites. Et ensuite, et c'est une innovation, un suivi informatique, nous avons inscrit en tant que maire notre action aussi dans le secteur de la santé, que nous avons lancé un projet pour financer un centre de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus, qui va être un centre extrêmement important du déplacement des populations des villages de Mbarnia et Mbardiop avec les industries chimiques du Sénégal, où nous avons aussi un poste de santé qui se construit, une clinique dentaire qui sera aussi installée, qui va donc doter notre commune d'un ensemble de services qui vont relever sensiblement le plateau médical. 38 000 têtes de moutons sont disponibles au forail de Kahone, c'est dans la région de Kaolack, contre 34 595 en 2014. Comparé donc à l'année dernière, la disponibilité est excédentaire dans ce site d'accueil et de vente. Une situation qui donne entière satisfaction au ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Aminata Mbengue était en tournée dans la localité. Tournée qui a cependant buté sur une vieille doléance, à savoir la délocalisation du forail à cause de sa promiscuité. Le ministre annonce d'ores et déjà la pose de la première pierre du forail moderne de Kahone en 2016. Correspondance Faradiassé. En visite de terrain au forail de Kahone, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales se veut rassurant quant à l'approvisionnement en bétail dans ce site d'accueil à vocation sous-régionale. Aminata Mbengue Ndiaye. La situation actuelle au niveau du forail de Kahone, les disponibilités actuelles qui sont de 38 000 têtes, si on les compare à la disponibilité qu'il y avait au niveau du forail à la même période l'année dernière, nous sommes en surplus. L'année dernière, il y avait 34 595. Aujourd'hui, on est à 38 000. Profitant de la venue du ministre dans sa commune, l'édile de Kahone est revenu sur une vieille doléance, à l'occurrence la délocalisation du forail, attribuant à cet effet 10 hectares pour l'édification d'un forail moderne. Ousseynou Senghor. La délocalisation, c'est notre problème majeur, le problème de la sécurité. Peut-être l'année prochaine, il va peut-être donner un coup de pouce parce qu'on a fait une délibération pour les murs de clôture à hauteur de 25 millions, uniquement pour la délocalisation. Une doléance qui semble ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Dans sa prise de parole, Aminata Mbengue Ndiaye promet que l'année prochaine, le forail puisse être inauguré. Nous allons tout faire et je pense que Kahone mérite un forail moderne. Donc j'espère que la prochaine pierre à poser se fera ici au niveau de Kahone. Je le souhaite de tout cœur. À en croire le président des commerçants et convoyeurs de bétail de la région de Kaolack, les moutons sont bien disponibles en grande quantité et à la portée de toutes les bourses. Zik FM Kaolack, Faradiassé. Faradiassé, nous parlons économie avec le Sénégal et l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui ont signé hier après-midi des accords de financement pour une durée de 5 ans, une manière de prolonger les accords qui devaient prendre fin le 27 de ce mois de septembre, d'un montant de 466 millions de dollars, soit plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Ces conventions signées vont mettre l'accent sur les besoins les plus pressants de notre pays. Salif Kebesaro. Environ 466 millions de dollars, c'est le montant de la prolongation des accords d'assistance de l'USAID avec le gouvernement du Sénégal pour une durée de 5 ans. La cérémonie de signature de ces accords a réuni sur une même table le ministre des Finances, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal et la directrice de l'USAID, selon qui la prolongation de ces accords va mettre l'accent dans les domaines où les besoins sont les plus pressants. Il s'agit notamment de la réduction de la pauvreté, de l'augmentation de la qualité et de l'accès équitable
à l'éducation de base, de la promotion de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, qui se dit très honoré de prendre part à cette cérémonie, a lui mis l'accent sur l'aide que son pays compte amener au Sénégal. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à aider le Sénégal à atteindre ses objectifs de développement économique et social. Pour Amadou Ba, le ministre de l'économie et des finances, la signature de ces accords montre une volonté forte des Américains à s'aligner sur les priorités définies par le Sénégal. N'est-ce pas là une volonté forte de la partie américaine de s'aligner sur les priorités définies par le gouvernement du Sénégal? Avec ces accords qui viennent prolonger ceux qui finissent en principe le 27 septembre prochain, l'USAID et le Sénégal ont encore une fois montré que leur collaboration est un exemple à suivre. Nous parlons santé pour boucler cette page dans le domaine de la santé. Notre pays a bien en compte la question genre dans ses interventions. L'audit dont les résultats ont fait l'objet de partage hier fait état d'une avancée notoire de la santé et de l'action sociale. Les résultats enregistrés sont la preuve que les femmes sont bien prises en compte dans les programmes comme les cartes d'égalité de chance et la couverture maladie universelle. La ministre promet de mieux faire. Marie Colsec, propos recueillis par Goran Laclos. Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne rien que notre secteur, et je ne parlerai pas des autres, dans le cadre de la carte d'égalité des chances, il a tenu compte de cette spécificité et de cette vulnérabilité des personnes handicapées. Et l'approche genre globale a été vraiment prise en compte. Au niveau de la CMU également, quand il a décidé d'élargir et de prendre en charge gratuitement la participation des personnes qui ont les bourses familiales, sachant qu'il ne s'agit que des femmes qui sont récipiendaires de ces bourses familiales, cela était pour aussi rectifier un déséquilibre et une inégalité. Actu Sport. Exactement, 7h passées de 20 minutes, nous l'accueillons dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour, Birahim, bonjour à tous. Nous démarrons avec les Jeux africains, les Lions du basketball face au Mali pour une place en finale. Oui, les Lions se sont imposés hier en quart de finale devant le Mozambique, score 65-46. Les demi-finales sont prévues demain jeudi. L'Angola et le Nigeria se battront pour l'autre ticket de la finale. Les Lions du Sénégal ont jusque-là fait, il faut le rappeler, un sans faute dans ce tournoi en remportant tous leurs matchs depuis le début. Elles visent naturellement la médaille d'or qu'elles avaient remportée à Maputo il y a de cela 4 ans. Alors les Lions également, mais cette fois-ci du football, visent la médaille d'or. Oui, ils sont à un pas de l'accomplir, et de décrocher cette médaille. Ils ont été costauds hier en demi-finale pour venir à bout d'une sélection congolaise gonflée à bloc et poussée par un stade archi-comble. Les Olympiques se sont finalement imposés par 3-1. Ils retrouvent le Burkina Faso qui a battu le Nigeria sur le même score. La finale de vendredi sera une première pour le Sénégal qui devra faire sans quand même deux de ses joueurs, Moussa Wagué et Ousseynou Thioune, out pour cumul de cartons jaunes. Les joueurs ont dit vouloir gagner cette médaille d'or pour leur coéquipier. Il faut se rappeler de Mamadou Salif Ndiaye, mort en regroupement à Toubap Dialaw. Alors nous parlons de Mbaye Faye qui confirme l'indisponibilité du stade Amadou Barry. Oui, Mbaye Faye, c'est l'entrepreneur qui a refait ce stade, il est formel. Le stade inondé il y a quelques jours devra observer une pause de 20 jours à 1 mois ferme pour être à nouveau réutilisable ou fonctionnel si vous voulez, ce qui à coup sûr ne va pas arranger le mouvement navétan de Guédiawaye mais également de Pikine. Mbaye Faye est aussi revenu sur l'affaire des vestiaires du stade Amadou Barry. On l'écoute avec Younoussa Baldé. Amadou Barry, on a construit ça il y a 2 ans. On a construit un canal qui entoure le stade. On a construit des drains qui récupèrent l'eau sur l'air de jeu. Le canal donne directement à l'station d'épuration. L'station d'épuration fonctionne avec 2 pompes de la LONASE. Ce qui s'est passé, l'ONAS a laissé les 2 pompes à part. C'est pas à notre mission de faire partir l'eau. Notre mission est limitée à air de jeu. Malheureusement, il y a une négligence. L'eau a envahi le plus. On a alerté. Ce qu'on peut dire à l'État du Sénégal, qu'il fait tout pour que cette situation ne reprise pas. Mais nous, on est à côté de l'État. On va les conseiller. On va les faire gratuitement cette
d'entretien. Jusqu'à présent, le tapis n'est pas encore truc. Donc, c'est dans 20 à 1 mois. Quand l'eau est tout partie et l'on a récupéré les pompes, il n'y a pas de problème. Mais quand ça plaît encore, l'eau reste là-bas, mais on ne peut pas l'utiliser d'ici 20 à 25 jours. Le vestiaire d'Amadou Barry ne concerne pas, c'est pas parti sur le marché. Le marché d'Amadou Barry concernait les pelouses, les turbines, la peinture, la réfection de d'autres turbines. Parce que le budget ne permet pas de faire le vestiaire. Voilà, ce qui est clair donc concernant l'indisponibilité du stade Amadou Barry. Alors là, nous parlons de l'Europe avec la Ligue des Champions. Suite et fin de la première journée ce soir. Oui, avec en attraction le tenant du titre Barcelone de Lionel Messi qui se déplace sur la pelouse de la Roma de Seydou Keita qui retrouve un peu ses anciens coéquipiers. Tout cela c'est dans le groupe E. L'autre match de ce groupe opposera le Bayer Leverkusen à Bate Borisov. Dans le groupe F, on suivra Olympiakos Bayern de Munich, Dynamo Zagreb, Arsenal. Dans le groupe G, Maccabi Tel Aviv se déplace sur la pelouse de Chelsea, alors que le Dynamo de Kiev reçoit le FC Porto. Enfin, dans le groupe H, la Gantoise joue Lyon, les Français de Lyon. Et puis, Valence sera opposé à Zenit Saint-Pétersbourg. Hier, bonne entrée en matière du Real Madrid, vainqueur 4-0 du Shakhtar Donetsk avec un triplé de Cristiano Ronaldo. Et puis le Paris Saint-Germain également qui a réussi son entame en battant Malmo par 2-0. En revanche, Manchester City a été une nouvelle fois battu à domicile par la Juventus de Turin, la Juve quand même, finaliste de l'année dernière, score 2-1. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gaye, exactement 7h passées de 20. Zik FM.